Je suis ravie d'être avec vous pour cette fin de matinée et cette très belle conférence sur l'innovation. On l'a vu ce matin, depuis quelques années, les attentes et les comportements des consommateurs ont vraiment changé, et c'est un changement qui est profond. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples de changement de comportement, de souscription, etc. Donc on va parler de tout ça. Sur ce marché aussi de l'assurance, on le sait tous, on a différents types d'acteurs. On a d'une part les assureurs dits classiques, traditionnels, vous le savez tous, qui ont des modèles d'approche omnicanaux, qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de ce marché, qui vont mêler à la fois des conseillers, qui vont mêler des agences et ou des intermédiaires d'assurance, et évidemment du digital. Et ces acteurs, ils ont aujourd'hui, on l'a vu, fortement accéléré. Et ils ont largement aujourd'hui entamé ce virage du digital. Donc c'est ça qui est intéressant, on l'a pas mal évoqué déjà ce matin. Et puis on a aussi des néo-assureurs, des assureurs directs, enfin on peut les appeler de plein de façons, qui sont pour certains là depuis longtemps. On l'a aussi redit ce matin, il y a des acteurs qui ont commencé il y a très longtemps et qui se sont récemment fortement développés. Et ces acteurs, ils proposent justement des tarifs attractifs. Ils proposent des parcours qui sont simplifiés, ils proposent une accessibilité, une simplicité, et souvent des grosses innovations sur le marché. Donc, sur ce marché de masse, puisque là on parle surtout des marchés de masse aujourd'hui, qui est vraiment ultra concurrentiel, on le sait tous. C'est pas simple, et on va en parler tout à l'heure. C'est pas simple, mais il y a moyen de le faire aussi, c'est ça qui est intéressant. Pour ces acteurs qui sont digital-centric, de trouver en fait cette recette pour devenir rentable, parce qu'il y a plein de raisons, on va en parler. Il y a les investissements, il y a la taille critique qu'il faut atteindre. Ce matin, Ralph nous parlait de ces 500 000 clients, mais c'est un peu souvent la taille critique dont on parle pour commencer à exister sur ce marché de l'assurance. Il y a une demande de relations humaines, on l'a beaucoup évoqué, de la part des consommateurs à certains moments. Donc là aussi, c'est hyper important de comprendre ça. Et puis, il y a sans doute aussi un écart qui commence parfois à être un peu plus faible qu'auparavant avec les acteurs dits traditionnels qui, eux, ont beaucoup travaillé sur leur parcours. Donc c'est pas si simple que ça, c'est une équation, justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Pas si simple que ça. Et puis récemment aussi, et c'est pareil sur le marché de la banque, avec les néobanques, on a assisté à la fin d'un certain nombre d'acteurs, mais fin, c'est aussi pour parfois du renouveau. Et il y a aussi un redéploiement d'autres acteurs, puisque vous avez vu aussi, il n'y a pas longtemps, Alliance Direct qui existait, mais qui était un peu... qui avait un peu, pas arrêté, mais mis sous cloche quelque part ces opérations qui se redéploient, et puis qui a repris aussi Luco. Donc c'est intéressant de voir aussi que on peut s'arrêter, on peut renaître, on peut recommencer. Donc c'est l'éternel recommencement dans ce marché. Donc aujourd'hui, là, pour cette séquence, on va parler donc de ces modèles digitaux avec 3 acteurs majeurs et extrêmement intéressants qui ont chacun des approches assez différentes. Donc c'est là où c'est l'intérêt de cet échange. Et donc pour en parler de façon concrète, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi donc, Loïc Cuny. Donc Loïc, vous êtes directeur informatique et innovation chez Direct Assurance. Christophe Dandois. Christophe Dandois, vous êtes le CEO de Léocare. Et puis, donc au centre, Frédéric Artru, vous êtes le Head of Pricing and Offer Insurance chez Ornica, in English. Alors, d'abord, ça pose le cadre. Alors, d'abord, un grand merci à tous les trois d'être avec nous. Donc, l'idée là, c'est que vous puissiez nous livrer vos convictions, nous partager vos expériences. Donc, on va parler de vos propositions de valeur, parce que c'est important de bien comprendre. On va parler de vos stratégies de croissance. On va parler aussi des profils de vos clients, de vos axes de différenciation. Et puis des points de succès, de la rentabilité aussi, parce que c'est un vaste sujet important sur ces modèles. Et donc voilà, vous voyez, un grand programme, et pareil, on pourrait rester toute l'après-midi, mais on s'arrêtera pour qu'on aille tous déjeuner, on pourra continuer après. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ma toute
toute première question va être celle en fait de vos propositions de valeur sur ce marché en tant qu'acteur avec un modèle digital-centric. Donc je vais commencer par Direct Assurance, Loïc, acteur de l'assurance directe, le leader en France, créé en 92, vous voyez 92, ça date, avec un portefeuille de 1,6 million de contrats, si je me trompe, hein, vous le direz, pardon. Et donc vous avez une offre qui est extrêmement large, c'est ça qui est intéressant, auto, habitation, santé, entre autres. Et donc Loïc, en quelques mots, si vous deviez résumer cette proposition de valeur, ce serait quoi ? Merci Nelly. Oui, notre objectif, c'est d'être l'assureur qui accompagne le pouvoir d'achat des Français. D'abord sur le prix, avoir le meilleur prix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on martèle depuis 30 ans. C'est pas nouveau. Évidemment, il y a un bon contexte aujourd'hui avec l'inflation, hein, qui nous permet de renouveler cette proposition de valeur-là. Donc voilà, on fait 250 € d'économie. Un client fait en moyenne 250 € d'économie quand il nous rejoint depuis de nombreuses années sur une tour-risque. On est aussi classé l'assureur moins cher par Automoto, etc. Donc c'est vraiment un atout de marque et une proposition de valeur qu'on a depuis le début. Et par contre, on ne veut faire pas de concession sur la qualité et donc bien assurer son client. On a juste un modèle différent qui nous permet de proposer le meilleur prix. Et donc ça, on a besoin de rassurer aujourd'hui nos clients, parce que quand on les accueille dans nos locaux, par exemple, leur première question, c'est « Ah, mais vous êtes des vrais gens derrière ». Donc il y a un peu ce problème, je pense aussi, dans les acteurs directs, de rassurer sur comment ça va se passer et est-ce qu'il y a des vrais gens derrière. Et donc ça, il faut qu'on amène des preuves concrètes. Voilà, on a 1200 conseillers, on a le même réseau de garages clients qu'AXA. On a plein de preuves à apporter à nos clients et les prospects, mais il faut les convaincre là-dessus. Et on essaye d'aller maintenant encore un cran au-dessus. Évidemment, le premier des métiers, c'est bien assuré au meilleur prix, mais d'accompagner le pouvoir d'achat. Donc par exemple, on a une offre maintenant Direct Avantage qui permet à nos clients d'avoir des réductions dans des grandes enseignes avec un bon rapport qualité-prix. Voilà pour nous. Merci beaucoup, c'est très clair Loïc. Donc le pouvoir d'achat qui est l'axe clé. Christophe, donc, je me tourne vers vous. Vous avez fondé Léocare en 2017. C'est une néo-assurance, c'est comme ça que vous l'appelez, avec une offre aussi qui est assez large. Donc auto, habitation, moto, smartphone, enfin pas mal de produits. Et donc même question, quels sont pour Léocare les piliers clés de cette proposition de valeur ? Alors moi, je ne peux pas faire comme Loïc, je ne peux pas parler de prix, parce qu'en début d'année, on renégocie avec nos partenaires porteurs de risques. Donc si je dis que je suis le moins cher, je vais avoir un problème. Sur le fond, je pense que la génération de Loïc, de Direct Assurance, c'est pour moi la deuxième génération du marché de l'assurance, c'est-à-dire que c'est qu'on vend de l'Internet, on vend de l'assurance par Internet. La troisième génération, je vois l'équipe Achille pas loin, je pense qu'on représente cette troisième génération qui, pour le coup, ne fait pas que vendre par Internet, mais cherche à faire une véritable proposition servicielle. Ça me semble justement être un point important. Pour Léocare, c'est simple, c'est le 5 Stars Customer Journey, c'est-à-dire que par la technologie, on doit avoir les 5 étoiles à tout moment, et je pense que ça parle à tout consommateur. C'est pas simplement parce qu'on est capable de faire un devis avec 7 ou 10 questions, c'est aussi, bien évidemment, quand on a des problèmes avec un sinistre. Et beaucoup, on parle souvent de Léocare, mais la réalité, c'est InsurelyTech. La structure de l'entreprise, c'est InsurelyTech, qui est la partie immergée de l'iceberg. C'est 65% des personnes dans notre groupe sont dédiées à la technologie. Et Léocare, la partie, entre guillemets, visible de l'iceberg, qui permet de consommer. Et pour montrer un exemple, 50% des contrats de Léocare sont acquis par le biais de l'application. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui, pour faire son contrat, est prêt à télécharger l'application Léocare sur son mobile. Donc, ça veut dire quoi être 5 étoiles ? C'est en effet, ce que disait Loïc, un mélange d'humain et un mélange de technologie. Et l'autre partie, en anglais on dit stickiness, adhésion. Je prends toujours cette analogie. On aime tous la musique. Je pense que peut-être que Loïc est fan de Apple Music. Peut-être que, comme Frédéric, tu préfères Spotify, et moi je préfère Deezer. Et dedans, jusqu'à preuve du contraire, à mon âge, je vais dire qu'il y a toujours Michael Jackson. C'est quand même un peu ça. C'est-à-dire quand on fait un produit d'assurance, et pour autant, avec ma famille, on a construit dans Deezer toute notre playlist, et on aime les garanties, ce qui se chante dedans. Et donc la stickiness,
c'est mettre tout un ensemble de services pour faire que notre objectif, c'est une interaction par mois. Alors ça paraît dingue parce que dans l'assurance, on aime surtout quand les gens ne nous appellent pas. Et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut leur montrer que ce qu'ils viennent de payer, ce qu'ils ont dans la poche, ça a du sens. Quand on a par exemple développé TechCare, qui est un service qui récupère tout par le ministère du Transport, on récupère tous les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire national. Et ça permet, c'est mieux que Waze, puisque c'est vraiment 67 critères techniques qui me donnent des contextes d'accidentogènes. Et donc, on veut justifier, finalement, qu'on n'ait pas une assurance, qu'on est bien dans la poche, dans le quotidien, qu'on s'adapte au mode de fonctionnement. Vous savez que depuis le Covid, les usages ont considérablement changé. Moins 20% d'usage de sa voiture en kilomètres par an. Ça veut dire des choses. Les petits rouleurs se sentent concernés. Et la différence, l'aspect adhésion. Donc, pour retenir pour les hawkers, 5 stars et l'aspect adhésion de l'application. Très clair, merci beaucoup Christophe. Et enfin, donc on va parler d'Ornicar. Donc c'est une auto-école, on connaît tous, une assurance auto nouvelle génération. Donc ça c'est un peu plus entre guillemets nouveau et peut-être moins connu par chacun ici. Donc parlez-nous de la proposition de valeur en fait d'Ornicar. Alors je suis très content d'être là pour parler d'Ornicar Assurance. Et vous allez vite voir que je ne vais pas parler d'Ornicar Assurance, je vais parler d'Ornicar tout court. Alors Ornicar, c'est quoi? C'est une boîte qui est née il y a 10 ans d'un constat qu'on allait révolutionner un marché qu'on trouvait inefficient, celui des auto-écoles. Alors pourquoi on dit inefficient? Et je cite toujours cet exemple presque caricatural, mais qui est vrai. Il y a 10 ans, vous vouliez passer votre code, vous faisiez quoi? Vous cherchiez l'auto-école à côté de chez vous. Vous ne savez pas s'il était bien, mais vous prenez celle à côté de chez vous, ça vous coûtait 300 €. Vous allez dans l'auto-école et vous passez des DVD. 300 € pour un DVD. Vous aviez quelqu'un à la fin qui répondait à vos questions. Et on s'est dit, ça, c'est pas efficace. Nous, on est une auto-école, on va la digitaliser, on va avoir une expérience auprès du client complètement différente. Ça va coûter 1 € par mois. Et on va pouvoir s'adresser à tous les Français. Résultat des courses, on a 40% de part de marché. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, la conduite. Même chose. La conduite, ça coûtait 2 500 € passer son permis, pardon. Vous ne saviez pas laquelle choisir, laquelle était bien. Vous êtes étudiant, vous déménagez, vous avez commencé dans une auto-école, vous allez dans une autre, pas efficace. Même constat. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti une plateforme qui met en relation des clients et des fournisseurs, c'est-à-dire des auto-écoles. Donc ces auto-écoles, l'avantage, c'est que c'est moins cher. Maintenant, c'est 700 € pour 20 heures. Enfin, je ne fais pas de pub pour Ornicar, un tout petit peu, mais si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Non, plus sérieusement, on a fait baisser le prix du marché, mais c'est surtout qu'il y a un usage différent. Le jeune, il choisit son moniteur. Il peut avoir plusieurs moniteurs. Ils sont notés, les moniteurs. Il est étudiant à Bordeaux. Il passe la moitié de ses cours à Bordeaux. Et puis le week-end, il peut faire des cours à Paris. Donc on a révolutionné aussi l'usage grâce au digital. Et le résultat des courses, on va approcher les 100 000 personnes qui passent le code chez nous. Alors, on va dire, le lien avec la conférence, on est sur l'assurance. On s'est dit, on va faire la même chose pour l'assurance. Alors, on se l'est dit naturellement parce que les jeunes nous ont demandé, grâce à vous, j'ai payé moins cher. Sur la première partie, je vais avoir une voiture, je veux aussi que vous soyez là-dessus. Et voilà. Et donc, la proposition de valeur qu'on a, elle est très claire, c'est qu'on veut être le leader de l'accès à la mobilité des jeunes. Alors, j'ai cité, le code, la conduite, le permis, et bien évidemment, on pourra avoir d'autres choses, le financement de sa voiture, mais ça, c'est d'autres histoires. Une autre fois, j'en parlerai. Merci beaucoup Frédéric. Donc c'est un aspect communautaire en fait et de proposer, on a parlé ce matin aussi des services en fait qui sont liés à cette communauté. Donc là aussi c'est un sujet intéressant qu'on peut développer en digital. On va évoquer maintenant vos stratégies respectives en termes de croissance et de développement parce qu'on l'a vu, c'est clé quand on doit créer son marché et avancer sur de l'assurance et développer un portefeuille. Je vais commencer par Christophe. Comment ça fonctionne côté Léocare en fait pour le développement et d'abord l'acquisition de nouveaux clients? Quels sont un peu les grands leviers d'acquisition? Et aussi un point qui est intéressant, à quel moment chez Léocare vous multi-équipez, parce qu'on sait que c'est la clé quand on a plusieurs produits, vous multi-équipez vos clients? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est tout le temps? Voilà, c'est un point important.
À une époque, on était content quand on faisait un contrat par jour. Après, on en a fait 100, après 200. Aujourd'hui, on a à peu près autour de entre 4 et 5 000 par mois. On a connu un CPA à 215 €. Au cours des 5 derniers mois, il est à moins de 70 €. Donc aujourd'hui, pour les marketeurs, on est entre... on a un ROAS à peu près on est à 0,7 points year payback, donc on est rentable à peu près en 6 à 7 mois. Pourquoi on a réussi à faire ça? C'est parce qu'on a appris. Alors, j'ai 52 ans, je faisais du marketing direct avant quand même. 3 enjeux, le direct, l'indirect et l'embarqué. Je ne vais pas faire à tout le monde de l'assurance, c'est la différence entre ce que veut dire le direct. On peut aller très vite en termes de croissance. C'est plus compliqué de maîtriser son CPA. L'indirect, ça permet d'avoir un réseau de courtiers. Aujourd'hui, Léo Caire a 450 courtiers qui vendent du Léo Caire. Donc les paliers sont un peu différents, mais pour une start-up, c'est mieux en termes de cash, c'est évident, hein, en termes de coût d'acquisition. Et puis l'embarqué, on a signé un partenariat, par exemple, avec VinFast, qui est un des acteurs asiatiques de l'électrique où Léo Caire est embarqué. Donc pour répondre à ta question, c'est finalement un vrai mixte entre qu'est-ce qu'on cherche à faire. Comme tout acteur nouveau, voilà, la profitabilité, Léo Caire sera rentable en Q3 2025. Donc là aussi, ça veut dire que là où on faisait des acquisitions à 12-15 000 contrats nouveaux par mois, ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt descendu à 4-5. Donc je réponds à ta question en disant que grâce aux données, c'est un bonheur. Je vous dis que mon job est extraordinaire. C'est parce qu'on a des grands écrans et sincèrement, c'est extraordinaire, par exemple, de pouvoir filtrer non pas des gens au moment du contrat, mais les filtrer dans le trafic. On est les seuls aujourd'hui en France, et on a testé, je crois qu'on est les seuls en Europe dans l'assurance, à être connectés directement sur Google, je suis sûr qu'on est les seuls en France, à être capable sur le trafic d'identifier, entre guillemets, ce qu'on appellerait du lookalike. Mais pas quand il se présente sur le devis, directement dans le trafic. Donc il y a tous des enjeux de mixte entre le SEO, le search, etc., qui est classique. Mais on va beaucoup plus loin grâce aux data et aux profils. Grâce aussi aux data, on identifie la fraude dans le parcours. Hein, ça veut dire que ça me fait mal, mais tous les mois, on évite entre 1100 et 1200 contrats. Pourquoi? Parce qu'on sait que par cette plaque, par l'identification, le mail parle. Hein, le mail de quelqu'un, son domain name nous parle. Quand on mélange un domain name, un numéro de téléphone mobile, l'heure à laquelle il le fait et le canal par lequel il arrive, on sait le scorer et décider quel va être son tarif. Donc pour répondre à ta question, 68 € pour à peu près 550, 560 de prime moyenne. Vous le savez tous, on fait 22,7 de commission. Comme ça, vous ferez le calcul par vous-même, ce que ça veut dire sur ce que je viens de dire. C'est 4-5 ans et c'est surtout beaucoup de données. Et c'est extraordinaire, vraiment. Ça ne s'appelle pas de l'actuariat. Vraiment, ça ne s'appelle pas de l'actuariat, ça s'appelle data scientist, on peut lui donner tout ce qu'on veut, mais grâce aux données, on travaille mieux sa segmentation, et bien évidemment, l'enjeu, c'est de mieux travailler le S sur P. Et donc aujourd'hui, dans cet aspect acquisition, les critères ne sont pas que le trafic au sens de la qualité du client, au sens de sa segmentation, mais on va jusqu'au S sur P. Hein. Et sur juste un mot sur tes profils, juste le profil de tes clients. Alors tout le monde croit que c'est que des jeunes. J'aurais dû mettre un slide avec les jolis cartos par âge. Même à 52 ans, je fais partie des cibles. En concret, on doit être à 33% de gens qui ont entre 25 et 30 ans, 28 entre 41 et 50, non pardon, 48 entre 31 et 40, et entre 40 et 50, il doit rester 15, et au-dessus de 50, ça doit être une petite dizaine de pourcents. Plutôt urbain. Et à ta question précédente, une automobile, j'ai une superbe Modus. Tous ceux qui ont une Modus, c'est à peu près la même Modus que moi, avec un volant, etc. Et donc, très souvent, les clients, il n'y a pas d'affect dans une voiture. Et encore de moins en moins aujourd'hui, alors pour certaines personnes, certainement, mais en moyenne, un véhicule est plutôt vu comme un transport. J'étais hier soir à la conférence sur le véhicule autonome. On voit bien que de plus en plus, la discussion, c'est d'aller à un point A à un point B et pas de savoir si c'est la classe et on me reconnaît mon niveau social avec ma voiture. Et donc, la voiture est plutôt le point d'entrée.
Et en effet, après, que ce soit le 2 roues, l'habitation, le smartphone, viennent plutôt en deuxième. Une statistique, on fait un 25. Hein, donc un client a 25 produits. Donc tu commences par l'auto et derrière voilà. tu pousses l'habitation ou autre. Exactement. Et c'est plus intéressant parce que il se passe des choses dans la voiture qui sont, je trouve, plus intéressantes pour le consommateur que dans l'habitation. C'est-à-dire que quand on se pose la question de l'usage, est-ce qu'on fait du collaboration, est-ce qu'on fait du sharing avec sa voiture, comment on évolue en termes de kilométrage, comment on l'a financé, le garage, pas le garage. Il y a tellement d'éléments que ça permet d'aller beaucoup plus loin pour être pertinent et surtout pour montrer l'usage. Vous avez entendu tout à l'heure, on cherche une interaction par mois par client. Avec une voiture, on peut mettre les photos de ses pneus avec des partenariats. Je vous disais tout à l'heure, on donne des services. Donc grâce à ça, on montre qu'on est un service et pas une commodité d'assurance. Et ce que je veux, moi, c'est que quand on reçoit sa quittance, les Hawker, il y a une petite lumière qui dit « Ah oui, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé ce service, ils m'ont dit ça », ce qui normalement enchaîne rapidement. Et on le fait dans les 6 premiers mois. Merci Christophe. Alors Frédéric, côté Ornicar, donc sur cette communauté qui vient au départ, vous l'avez rappelé, pour le permis, comment vous réussissez, comment vous développez cette offre d'assurance et comment vous réussissez justement à équiper ces clients qui donc viennent pas pour ça au début et donc comment faites-vous? Alors première chose, Ornicar il faisait pas de l'assurance, donc pour se lancer dans l'assurance, on a voulu intégrer la totalité de la chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce que j'appelle la chaîne de valeur? Je vais être un peu caricatural. Mais premier sujet, il faut que j'ai un produit. Donc, des garanties. Donc, on a voulu le faire nous-mêmes, notre propre produit, parce qu'on connaissait les clients, on connaissait leurs attentes, on connaissait les jeunes, et on voulait le faire nous. Deuxième volet, le tarif. Donc, tout ce qui est tarification. Là aussi, on a des particularités, on connaît nos clients, et on voulait notre propre tarif afin d'être performant. Et donc, on a construit toute l'usine qui va avec. Troisième volet, les sinistres. On est là pour payer aussi des sinistres, de façon raisonnée, mais on est là pour payer des sinistres. Et jusque-là, bon, très classique pour une InsurTech, vous allez dire c'est quoi la différence? La différence, c'est que on a déjà des millions de clients. Et donc, pour avoir ces millions de clients, on a fait des parcours de souscription. Alors que ce que je mets dans le parcours de souscription, il a fallu les convaincre de venir chez nous. Donc, il a fallu se faire connaître. Donc, on a un énorme métier. Je ne vais pas être prétentieux en disant unique sur le marché, mais en tout cas, on a un énorme métier. On sait parler aux jeunes, on sait les convaincre de venir nous voir sur les réseaux sociaux, sur Google, acheter, etc., etc. Donc on sait très 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 bien faire ce métier sur l'éducation et il n'y a aucune raison qu'on ne s'en serve pas sur aussi l'assurance. Ils arrivent chez nous, même chose, il y a un parcours de souscription, il y a un parcours de relation avec le client. Et ben là aussi, on avait ces millions de clients qu'on a convaincus, on sait déjà gérer tout ça. Quand je dis gérer, au point de vue technologique, avoir tous les outils d'alerting quand il y a des choses qui tombent, des drops à des endroits. Et donc ça, énorme avantage. Et dès le premier jour du lancement, on était déjà au meilleur niveau qui peut exister. Et quand je dis ça, on va me dire, tu as donné plein de chiffres, donc je vais être obligé de donner des chiffres. En plus, dans mon titre, il y a pricing, donc on a un peu la déformation de donner des chiffres. Même si en français, on donne des chiffres. Et donc, Ornicar, c'est quoi? On a déjà eu 3,5 millions de clients. Donc ça, c'est ceux qui sont passés exactement. Par parce que ça tourne, par définition, ils tournent plus. Voilà. Donc on a 3,5 millions de clients qui sont déjà venus nous voir. Un deuxième chiffre, on a 750 000 personnes qui sont actives chaque année sur notre site. Quand je passe mon code, je viens une fois. Quand j'apprends mon code, je viens une fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a une permanence, on voit des volumes importants. Puis un dernier chiffre, on a près de 500 000 nouveaux clients chaque année. Alors là, vous allez me dire, ça fait combien d'assurance tout ça? Alors moi, j'aime bien donner un chiffre parce qu'il est simple à calculer. Peut-être caricatural, mais simple à calculer. Vous mettez 10%. Alors, on peut prendre 1%. Moi, je préfère 10%. Soit vous mettez 10% des 3,5 millions, soit vous mettez 10% des 750 000 qui sont actifs, soit vous mettez 10% des 500 000 nouveaux clients. Alors, je ne cacherai pas qu'il y a un sujet de temporalité. C'est-à-dire que celui qui arrive le premier jour, qui a 15 ans et qui passe son code, c'est clair qu'il ne va pas avoir une assurance tout de suite. Mais on voit que j'ai un énorme potentiel. Et puis, dernier volet qu'il ne faut pas oublier, c'est leurs parents. Et ça, je crois que ça va être le dernier chiffre, en tout cas de cette partie. 60%
des jeunes se font financer tout ou partie de leur permis par leurs parents. Quand je dis parents, papa, maman, grands-parents aussi. Et donc, ils nous connaissent, ils ont mis leur carte bancaire déjà chez nous, on a une relation avec eux, et on ne va pas les oublier. Merci Frédéric. Alors Loïc, côté Direct Assurance, donc pareil, comment vous faites là, vous, pour le développement qui est maintenant... il y a un gros portefeuille, mais comment vous faites pour assurer ce développement? Et pareil, quels sont les grands leviers d'acquisition et les profils des clients? Parce que c'est intéressant aussi de comprendre les profils qui sont sans doute un petit peu différents. Alors nous, on va avoir des clients qui sont très périurbains. Donc on va être vraiment présent dans les petites couronnes, grandes couronnes des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille dessus. Et c'est vraiment notre spécificité. Et on a du mal à aller plus loin, notamment dans des villes plus petites, etc. Et donc ça, c'est un peu nos défis des années à venir. En termes de profil, on va avoir une grande partie de ce qu'on va appeler foyers modestes, fragiles, qui viennent avant tout pour le prix et qui sont très sensibles au moindre euro hein, pour pouvoir se couvrir. Le fameux sujet du pouvoir d'achat dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et une deuxième partie qui viennent plutôt pour la promesse digitale, qui ont compris un peu le système et qui se disent, bah, voilà, avec moins de frais, etc., je vais avoir un bon prix et avoir un service digital qui me convient très bien parce que je n'ai pas forcément besoin d'une agence, etc. Donc voilà, ça c'est nos catégories de clients. Comment on va les chercher? On a la chance d'avoir une marque maintenant qui a 30 ans, donc qui est quand même forte, avec un jingle que normalement vous connaissez tous, en tout cas pour une grande partie. Et donc ça nous permet de générer beaucoup de flux et de s'appuyer sur cette marque-là. Et donc on va s'appuyer sur 3 canaux. Le premier, c'est évidemment les comparateurs, hein, qui sont un canal d'entrée. Le deuxième, notre site. Et le troisième, encore beaucoup le téléphone. Et ça, c'est un peu étonnant à une ère où on est beaucoup sur le digital, sur le téléphone, plutôt smartphone, etc. Nous, on a encore beaucoup de clients, plus du tiers, hein, qui vont... Le premier point d'entrée, c'est nous appeler pour avoir un devis, etc. et mieux comprendre. Et on sent de plus en plus, même des clients qui vont commencer sur le web, ont vraiment besoin de nous appeler. Derrière, en fait, on en a de moins en moins qui terminent leur parcours sur le web. Alors peut-être qu'on n'explique pas assez bien, peut-être dessus, mais en tout cas, il y a besoin d'être rassuré et de comprendre un peu certaines lignes. Et voilà, et même le tiers tout risque, c'est pas si simple finalement pour un client ou pour un conducteur de comprendre ce qu'il y a derrière. Sur le multi-équipement, c'est aussi évidemment clé. Alors, on va avoir les programmes classiques d'onboarding, on va vous envoyer plein de mails vous disant bienvenue chez nous, on a d'autres produits, etc. Chez nous, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. On va évidemment aussi essayer de capitaliser l'appel quand le client nous appelle, avec essayer de pousser la meilleure offre au meilleur moment, avec un certain nombre d'outils, la data qui va nous aider à pousser les bonnes choses. Nous, notre point particulier, ça va vraiment être à la souscription, au premier contact. On a une offre qui s'appelle les mois directs, du coup, qui vous permet, en fonction du nombre de contrats, d'avoir 2 mois, 3 mois ou 4 mois gratuits sur le contrat le plus cher. Et c'est vraiment ce moment-là qui nous permet, nous, d'équiper la personne et son foyer avec une des promesses qui est, par exemple, pour un contrat auto, vous avez quasiment 1 an d'assurance habitation gratuite. C'est ça, vraiment, ce moment qui nous permet de multi-équiper plus que dans la vie du client, où nous, on n'arrive pas à avoir un contact par mois aujourd'hui. Et donc, c'est plus difficile d'avoir cette relation avec le client à ce moment-là. Oui, donc c'est vraiment un multi-équipement à l'entrée avec le focus sur ce point. Merci beaucoup. Alors, on va se focaliser là sur vos axes de différenciation, puisqu'aujourd'hui, on parle d'innovation, c'est important. Et donc, la place de l'innovation pour chacun d'entre vous, on l'a vu, elle est très importante. Frédéric, Ornicar, on l'a vu, tous cassent vraiment les codes sur le permis auto. Donc sur l'offre assurance, vous avez commencé à nous en parler. Quels sont les apports clés de cette offre et en quoi l'innovation, c'est un axe majeur en fait chez Ornicar? Alors l'innovation, je vais commencer par quelque chose que je suis sûr que les communicants vont dire il ne faut surtout pas faire. Tu me poses une question, c'est quoi l'innovation? Et je vais vous dire en quoi j'innove pas. Hein. Clairement, le produit, il est top. On a fait un produit super, mais il n'est pas différenciant. Dire les contenus de garantie, c'est souple, c'est adapté, c'est top, mais c'est pas là-dessus que je me différencie. La différence, je pense c'est un couple de 2 choses. C'est un couple de data et c'est un couple d'affinitaires. Alors la data dans l'assurance, dans la conférence avant, on en a bien parlé, c'est quelque chose d'important. Faire un tarif photo, c'est quoi? Quand j'ai quelqu'un qui a 50 ans, c'est assez simple.
Mes actuaires, on dirait c'est assez simple, et ils vont me dire bon. Mais on va dire c'est assez simple. Je l'interroge, je lui dis t'as quoi comme voiture, t'habites où, et c'est quoi ton comportemental? Donc pour savoir ton comportemental, je te demande c'est quoi ton CRM? 0,50 pour signe. 1, t'as dû avoir des accidents. Deuxième question que je lui pose, t'as eu combien d'accidents? Même chose, ben là ça me fait mon tarif. Et puis je lui pose aussi des choses, est-ce que tu as eu du retrait de permis, est-ce que tu as eu de l'alcoolémie? Et à partir de tout ça, je redis, c'est simple, entre guillemets, parce que je vais vraiment me faire engueuler, j'ai un tarif. Quand on attaque les jeunes à 18 ans, ben, il n'a jamais conduit. Donc son comportemental, je ne le connais pas. Je veux savoir sa voiture. Moi, je vais préférer peut-être une Clio qu'une Porsche. Mais c'est un premier truc. Je vais savoir où il habite. Donc, il y a des endroits plus ou moins accidentogènes. Mais il manque le principal. Et sur les jeunes notamment, on sait que c'est une population difficile et j'ai un risque de grave. Et c'est là où arrive toute la force d'Ornicar. C'est que ces jeunes, je les connais. Et quand je dis je les connais, j'ai des centaines d'informations sur eux. Et je vais donner un exemple. Je fais beaucoup dans la caricature, mais on va dire ça simplifie le discours. Le jeune qui est chez moi, qui est en train de passer son code, je l'accompagne tout le temps. Hein, donc il a des scores, je lui dis son avancement. Et quand je l'accompagne, je lui dis t'es prêt ou t'es pas prêt de passer ton permis. Et donc je vais avoir des gens où je leur dis t'es pas prêt, et ben ils vont quand même essayer de passer leur code. Et ils vont se planter. Puis je vais avoir d'autres personnes qui m'écoutent, qui écoutent mes conseils. Et ben on va trouver des gens qui ont une aversion au risque et d'autres qui n'ont pas une aversion au risque. Alors ça suffit pas pour faire tout le tarif. Mais là, ce qui est entre guillemets magique, j'ai 250 types de données différents. Donc j'ai fait tourner des machine learning, etc. Et j'ai réussi à trouver les caractères qui vont dire que celui-là, il aura moins, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'accident, il aura moins d'accidents, et celui-là, il aura plus d'accidents. Et donc, des données que personne n'a, je vais pouvoir présenter un meilleur tarif et mieux sélectionner mes personnes. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, pourquoi je dis que c'est affinitaire? Parce que d'abord, il fallait que je les ai, tous ces clients, pour avoir toutes ces données. Et puis, si je dis que c'est affinitaire, c'est que comme ils sont déjà chez moi, en CAC, ils ne vont pas être gratuits, mais ça va être marginal. Donc en CAC, je vais pouvoir assez facilement, à des coûts raisonnables, les capter, on va dire, et les lancer sur ce nouveau marché. Et puis, j'ai bien sûr, dans mon avantage, ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai un vrai métier pour les séduire, pour les attirer chez moi, pour les mettre dans les parcours, pour les garder dans les parcours et pour les faire signer au bout. Le permis, c'est pas l'assurance, mais il y a des ressorts qui sont les mêmes. Et donc, grâce à ça, j'ai vraiment une performance actuelle très, très bonne. Merci beaucoup. Loïc, côté Direct Assurance, donc tu nous l'as dit, pouvoir d'achat des Français. Il y a des axes de différenciation très concrets par rapport à ça. Sur toute la chaîne de valeur, quelle est un peu la place de cette innovation? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets? Évidemment, donc nous on est un vieux néo-assureur, du coup, puisqu'on a fait de l'assurance au téléphone il y a 30 ans, et donc on essaye de garder cet ADN d'innovation et un peu sur tout le parcours client. Donc là, ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur des partenariats avec des marques qui ont un peu le même ADN que nous. Donc on a un fort partenariat avec Lidl, par exemple, avec Aramis Auto, avec 150 €, qui promet aussi 150 € d'économie par mois. Bon, tout de suite, ça résonne dans la tête des clients. On va travailler aussi sur notre produit. Donc, on a été les premiers, je vous ai rapporté des petites choses, vous avez lancé YouDrive, qui est l'assurance connectée, donc où vous payez en fonction de votre manière de conduire. Et jusque-là, on le faisait avec ça. Donc, c'est un connecteur OBD. Je défie quiconque dans la salle de trouver sa prise OBD dans sa voiture. Honnêtement, c'est soit derrière le volant, sous la pédale, sous une pédale, etc. Et donc, ce qu'on va lancer là d'ici quelques mois, c'est ça. Vous le mettez dans votre boîte à gants, vous le paierez avec votre téléphone et vous avez la même chose, du coup. Et donc, on espère étendre comme ça ce produit qui est assez magnifique puisque il conjugue, en gros, comme vous avez votre comportement de conduite, vous pouvez vraiment pricer en fonction du comportement de conduite et donc au client faire des économies jusqu'à 50% chez nous. Et c'est un peu la magie, quand vous conduisez bien, vous consommez aussi moins d'essence, donc c'est bon pour la planète. C'est assez rare d'avoir ce type d'alignement. On va travailler aussi évidemment sur le parcours. Donc nous, on a besoin de beaucoup d'infos pour pricer, comme tu le dis. Donc oui, on a un questionnaire qui est long, qui peut faire 40, 50 questions. Et elles sont utiles et on va les garder. Et donc tout le travail aujourd'hui avec toute la data qui est à disposition,
les nouveaux outils du type lecture de documents, etc. C'est comment je récupère cette donnée autrement, pour plus poser la question au client, mais du coup avoir cette donnée et pouvoir avoir le même tarif, la même précision sur mon tarif, mais en simplifiant la vie du client. Et ensuite, on va travailler évidemment sur le parcours, sur les sinistres. Donc là, depuis 1 an et demi, on a une offre quand vous avez un accident et vous avez juste du dégât matériel sur votre voiture. Vous pouvez prendre en photo je sais pas, les 3 rayures que vous avez, vous nous les envoyez, quelques questions pour comprendre le contexte du sinistre. Et en moins de 2 heures, en fait, si c'est inférieur à 2 000 € et qu'il n'y a pas de dommages de sécurité sur la voiture qui vous mettrait en danger, on vous propose de vous rembourser directement dessus. Voilà, en quelques heures, c'est assez magique. En tout cas, les clients sont bluffés. Et le dernier point, on va travailler aussi sur qui va être un peu plus loin, vous allez dire, mais sur le garage, parce que quand vous avez un sinistre, vous allez réparer votre voiture dans un garage, normalement, dessus. Et donc, on a monté, il y a quelques années, notre propre garage pour comprendre ce métier, voilà, et savoir comment on peut pousser auprès de nos garages partenaires un certain nombre d'innovations. Voilà, comment je repeins une voiture en 1 heure. C'est d'autres défis, techno, c'est plus dur dessus. Et voilà, comment on peut pousser pour avoir le dernier geste envers le client quand il est dans des situations critiques, quand sa voiture ne roule plus, etc. Voilà, donc c'est vraiment au cœur tout le long et on explore un peu tout ça pour simplifier l'expérience du client au quotidien. Merci Loïc. Donc on voit beaucoup d'innovation sur toute la chaîne de valeur. Pour finir sur ce volet innovation, Christophe, on sait les OKR impulsent pas mal de changements en fait, sur le marché d'assurance en termes notamment de lobbying, notamment pour les règles, tout ce qui est réglementaire et les règles à venir. Il y a pas mal de sujets sur lesquels vous avez agi. Au regard de ça, juste nous dire quelques innovations clés, quelques points qui te tiennent à cœur. Je sais qu'il y a la partie Open Insurance notamment, mais peut-être celle-là ou une autre si tu souhaites. Est-ce qu'on a le droit d'être taquin ou pas? Tu as le droit d'être taquin. Après, il faut faire assez vite parce que... Même avec Loïc. Voilà. Avec tout le monde. Si c'est Loïc, tu peux. Moi. On se dit tout, vas-y. Moi, je suis radicalement contre ça. C'est contre la nature, mettre de l'électronique dans la nature. Je viens du monde des télécoms. Et je pense que si on demande à un opérateur télécom quel est son plus gros rêve, c'est de foutre à la poubelle la box parce que c'est Netflix qui se fait de l'argent et Google, mais voilà. Je suis taquin. C'est le téléphone, non? Du coup, Non. Aujourd'hui, avec l'API, alors ça coûte un petit peu cher. Par exemple, sur l'offre petit rouleur, ça n'empêche pas le respect d'être taquin, bien évidemment. L'offre petit rouleur, j'ai acheté pour 5 000, 8 000 mon assurance. D'avoir tous les mois ce que j'ai consommé, ce que j'ai fait 200, 300, 500 km. Voilà. Donc c'est une façon assez simple de dire que j'ai donné mon consentement, parce qu'il y a le sujet consentement mode. Alors c'est facile à faire avec Tesla, c'est une horreur avec Peugeot ou Audi. Donc ça ressemble à du 32-70 pour ceux qui sont déjà amusés à faire le consentement mode sur sa voiture. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a rien de plus. C'est juste un clic, c'est pas grand-chose de plus pour la nature. Et on donne de la valeur parce que tous les mois, on voit son kilométrage lié à ce qu'on a acheté. Donc je trouve ça intéressant. Et puis l'autre point, on va lancer les OKR for the Planet, où avec un seul contrat, on aura sa voiture et son vélo électrique avec ses Volcas. Donc voilà ce que je veux dire. Pour répondre à ta question, je me suis fait tacler sur les réseaux, je ne sais plus par qui disait que je m'octroyais la suppression de la carte verte. J'avais un peu le melon. Bon, je ne crois pas avoir le melon, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures au ministère des Finances pour travailler. Je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on avait en vélo, sous les fenêtres, etc. Moi, personnellement, je suis un peu habité quand j'ai vendu ma boîte précédente. Je veux impulser quelque chose de nouveau dans l'assurance. Quand je dis « je », c'est... Globalement, c'est toi avec Insurtech France, etc. Mais pour avoir vécu ce qui s'est passé dans les télécoms, dans l'énergie, dans les médias, etc., dans l'assurance, on n'a encore rien vécu. Et donc, la suppression de la carte verte, je trouve que c'est un début d'iceberg intéressant. On est has-been, puisqu'on est, je crois, dans les 3 derniers des 27 pays européens, mais encore ce truc sous le... Donc c'est vrai qu'on a donné de l'énergie, mais toujours positif. La deuxième étape qui est intéressante, pour ceux qui suivent un peu, il y a la FIDA qui pointe son nez là-dedans au niveau de l'Europe, ça va être aussi intéressant. Et donc moi j'aimerais qu'on soit d'abord tous d'accord dans cette salle, pour reverser l'argent aux consommateurs, puisqu'on va supprimer cette carte, il y a une enveloppe, il y a un petit timbre, alors désolé pour la poste, mais en tout cas, je pense que si on veut montrer aux Français
qu'on n'est pas des assureurs voleurs, eh bien, ce gain-là, il doit être redonné. Alors, est-ce que c'est un fonds de garantie, etc. Moi, j'aimerais ça. Le deuxième point, pour les plus anciens d'entre vous, ont connu en mai 2007 la plateforme de portabilité télécom. Hein, c'est celle qui permettait de garder son numéro de téléphone. Et voilà. Alors, je sais que ça ne fait pas plaisir aux acteurs historiques, mais cette plateforme, ce fameux FVA, hein, qu'on met tous à jour tous les 24 heures, et arrêter ces 72 heures derrière, dedans, on sait mettre notre petit nom associé à une plaque d'immatriculation. En informatique, on parlait d'AI avant, et comme j'ai l'impression que tous les assureurs maintenant maîtrisent les AI, rajouter 4-5 champs dans une base de données, ça devrait bien se passer. Eh bien, rajoutons tout simplement le CRM, associé à son petit nom face à une plaque d'immatriculation, associons le sinistre, et là, on va voir ce que c'est ceux qui veulent faire de l'expérience client. Ça veut dire que demain, en mettant la plaque d'immatriculation, son nom, sa date de naissance, directement, il n'y aura plus de fraude en disant j'ai 08 ou je ferai un faux RI, blablabla. Ça sera en ligne et je serai vraiment autonome. Et donc, on parle de souveraineté, on parle d'AI, on veut montrer qu'on est une nouvelle génération d'assurance. Eh bien, allons jusqu'au bout, ne faisons pas de rétention, soyons vraiment ouverts, n'ayons pas que des discours sur ce genre de plateau. Redonnons cet argent aux Français de cette carte verte. C'est beaucoup de pouvoir d'achat. Nous, on l'a calculé en termes de tonnes, on l'a calculé aussi en euros. Ce n'est pas négligeable quand on parle de pouvoir d'achat. Et allons jusqu'au bout de cette ouverture. Soyez innovants, soyons innovants. Mettons ce FEVA. Rendons cette plateforme de portabilité assurantielle au niveau auquel le sont tous les autres secteurs d'activité, que ce soit l'énergie ou les télécoms. Et là, on pourra dire qu'on a vraiment fait notre transformation digitale. Merci Christophe, donc message pour la salle. Dernier point avant de faire la pause de déjeuner tous ensemble. On le sait tous, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une actualité côté néobanque et côté néo-assurance qui a pu nous montrer que la rentabilité était pas simple pour ces modèles. On est en effet sur un marché extrêmement concurrentiel, je le dis tout à l'heure, avec des coûts d'acquisition. Vous avez été transparents chacun sur ses coûts, avec une taille, avec des investissements, avec de la qualité de service à donner aussi. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Juste quelques mots chacun sur vos clés de réussite et votre vision. Donc comment on fait? Donc je vais commencer par Loïc. Les clés de réussite du modèle de Direct Assurance, qui est d'ailleurs à l'équilibre depuis quelques années, depuis 2010 si je ne me trompe pas, est rentable. Quelques mots sur les clés de la réussite pour cette rentabilité d'un modèle direct digital centrique. Oui, c'est une bonne question. En plus, tu disais et tu as raison, on vend plusieurs produits, on reste quand même un gros monoliner auto. Hein. Sur nos 1,6 million de contrats, c'est 1 250 000. Du coup, c'est une grosse partie dessus. Et le marché de l'auto, je ne sais plus, dans une intervention précédente, l'un de vous l'évoquait, il est dur dessus. Si vous prenez juste l'auto, en France, il y en a très peu qui sont rentables. Du coup, on peut le gérer via du multi-équipement. Nous, depuis 2010, on est rentable et on arrive à avoir une croissance rentable, mais c'est vraiment un défi de tous les jours dessus. Et comment on le fait? En faisant de l'assurance, tout simplement, c'est-à-dire en continuant à travailler son prix, d'où le nombre de questions qu'on va poser dans le questionnaire pour être sûr du risque qu'on va souscrire. C'est en continuant à lutter contre la fraude, du coup, parce que quand vous avez des offres de garage qui vous disent venez chez moi et je vous offre une PlayStation, il y a quelqu'un qui le paye derrière. Enfin, vous avez vu un peu les derniers articles. Et donc ça, on le regarde aussi, parce qu'on n'a pas vocation à payer votre PlayStation, désolé. Et le troisième point, nous, c'est aussi sur l'inflation dans les coûts de réparation, elle est réelle, elle est forte dessus, c'est 6 à 8% par an. Et donc nous, on va beaucoup aussi travailler le fait d'inciter nos clients à aller dans nos garages partenaires sur lesquels on va mieux maîtriser le prix. Donc ça, c'est vraiment les clés pour nous pour maintenir notre rentabilité et pouvoir du coup garder un prix bas et raisonnable pour le client. Merci beaucoup Loïc. Christophe, donc sur toi, ton modèle à toi, en préparant ensemble, on a parlé de multi-équipement notamment, de la maîtrise des coûts d'acquisition, tu nous as dit tout à l'heure. Donc si tu dois résumer les clés de réussite du modèle de Léocare aujourd'hui. Petite parenthèse pour notre ami Raphaël Villerme, sur les réseaux sociaux, des gens très sympathiques se sont lâchés, peut-être les plus jaloux d'entre nous. Pour ceux qui ont de l'âge, tous les secteurs d'activité, télécom, la vidéo on demand, le compteur connecté, il y a toujours eu la même chose. À un moment, un secteur innove
il y a des startups. Si tout le monde réussissait, on serait tous Elon Musk. Hein, donc, il n'y a pas de... C'est logique. Enfin, je veux dire, voilà, pourquoi d'un seul coup d'un seul, on se surprendrait qu'à un moment, on a des difficultés? C'est logique, ça s'appelle prendre des risques. Sinon, on ne fait pas de start-up. Voilà, c'est le principe. Donc, tous ces acteurs, dont on fait partie, dont Raph fait partie, etc., ici présent, innovent pour essayer d'amener une nouvelle expérience client et faire que les technologies apportent quelque chose aux clients et au process. Donc, nous, on est comme tout le monde. On est dans un contexte où un compte à terme aujourd'hui rapporte 4%, donc forcément quelqu'un qui prend des risques finalement a une rentabilité aujourd'hui importante sans prendre de risques. Donc Léo Caire a changé son approche pour être rentable donc en Q3 2025. La rentabilité pour un néo-acteur, elle est relativement simple. Hein, c'est ce qu'il investit en termes d'acquisition et donc quel est le ratio, ce fameux year payback entre ce qu'il dépense pour maximiser sa top line. La différence avec beaucoup de secteurs d'activité, c'est que derrière, on est dans l'assurance, donc il y a la compliance. Et la compliance, ça coûte très cher. Hein, entre le coût d'acquisition brut et le coût d'acquisition net au bout des 30 jours, c'est quand même compliqué. Donc ça, pour les hawkers, quand on réduit chaque point, c'est bien sûr de la rentabilité en pied de page. Le deuxième point, c'est les gains de production. Donc j'entendais la partie AI, bot, etc. C'est extraordinaire en termes d'optimisation de service client. Je ne suis pas sûr qu'il faille supprimer le bot, parce que quand on met un client dans un bot, ou si on le laisse faire ChatGPT, je peux vous dire qu'on l'a fait des millions de fois, quand vous obligez un bot, vous obligez quelqu'un à se poser la bonne question. Est-ce que c'est un contrat? Si vous laissez quelqu'un générer sa question, même le bot n'arrivera pas à répondre. Donc, il y a deuxième point qui est le coût d'optimisation du service client. Donc ça, c'est un point important. Et le troisième, c'est l'équilibre entre l'innovation et la rentabilité. Hein. Et l'innovation, c'est clé parce que c'est notre raison d'être et de suffire. Et pour ceux qui veulent des chiffres, on avait un cash burn négatif de moins 257 000 € en décembre 2023. Voilà, vous savez tout. Merci Christophe. Et enfin Frédéric. Donc, un chiffre précis là. Ouais, très précis. À l'euro vrai. Frédéric, pour finir, sur toi, sur ton modèle qui est assez différent, donc qui est affinitaire, quelles sont pour toi les clés de réussite sur cet aspect assurance notamment? Alors c'est vrai que quand on s'est lancé il y a un peu moins d'un an, quand on est allé voir les réassureurs, alors on arrive InsurTech, alors un petit début de grimace qui arrive chez le réassureur. On dit, je vais me lancer sur l'auto. Alors la grimace, elle commence à devenir un peu plus un rictus. Et puis quand on dit, et je vais faire les jeunes, alors là, c'est le joker. Et donc quand même, on a réussi à les convaincre. Je ne cacherai pas que ça n'a pas été facile. Hein. Ah, on me coupe. Non, j'ai cru qu'on me coupait. En plus, parce qu'il reste 10 secondes. Il y avait un rassureur dans la salle qui voulait me faire taire. J'allais dire ils sont très bien les rassureurs. Hein. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils sont très très bien. Ça n'a pas été facile. En plus, on est allé négocier en fin 2022. Pour ceux qui sont un peu dans le sujet, c'était une année difficile. Et ben, on a quand même réussi à les convaincre. Et pourquoi? Parce que on partait pas de zéro. Hein, donc on avait déjà une usine qui existait, qui avait prouvé qu'on savait acquérir des gens à des bons coûts. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, cette approche affinitaire, les CAC permettent d'être raisonnables. Le troisième, c'est qu'on a cet avantage concurrentiel qui est quand même assez magique. Je peux être moins cher qu'un concurrent tout en étant plus rentable. Alors, bien sûr, il y a toujours l'équilibre à trouver dans les sujets. Et puis je dirais, ce que je vais dire à la fin, qui est finalement ce qu'on a fait au début, c'est qu'on n'a pas oublié les fondamentaux. Alors je parle comme un mec qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui a fait un peu d'assurance déjà. Avant de se lancer, on voulait être au top niveau sur tous les sujets. Bien sûr sur le pricing, avoir la sophistication nécessaire, tous les outils de pilotage. Dès le premier jour, j'étais capable de me dire l'air de chaque affaire qui rentrait où il était et de pouvoir changer toute ma segmentation du jour au lendemain avec l'avantage de l'InsurTech. On met 24 heures pour décider, on met 48 heures pour mettre en route, des fois un peu plus, mais on met 48 heures pour appliquer. Et puis, dès le début aussi, on avait tout le Claims Analytics. Alors, bonne nouvelle, les premiers jours, on n'avait pas trop de sinistres, mais on avait toute l'usine et tout le savoir-faire pour piloter ça et pouvoir changer. Et grâce à ça, et puis dernier volet, on a mis aussi de l'IA. Alors ça fait un peu la transition avec, pas une transition, mais par rapport à avant. Dès le début, bien sûr sur les sinistres, alors peu de sinistres, donc peu d'intérêt pour l'instant, mais aussi sur la souscription, et tu en as parlé.
on screen toutes les affaires qu'on rentre et on en jette. Non, je ne devrais pas dire ça comme ça. Je ne suis pas très politiquement correct. Eh bien oui, il y a des gens qui trichent. On arrive à les attraper. Alors, classiquement, dans un assureur, s'il ne fait rien, il les voit au moment du sinistre. Le moment du sinistre, c'est quoi? C'est une règle proportionnelle, c'est un corpo, c'est pas opposable au tiers, etc. Ben nous, on préfère les enlever au début et c'est ça qui fera qu'à la fin, on aura nos résultats. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous remercier vraiment tous les trois pour vos éclairages et puis aussi, vous l'avez remarqué, pour la transparence. On a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de choses très claires. Donc pas de langue de bois aussi, c'est hyper important de partager et de co-construire. Donc merci beaucoup. Et puis on va aller déjeuner, je crois. Merci. Et on les applaudit tous. Merci tout le monde. Merci Nelly.